Dans le contrat de licence que vous avez, se joue une partie assez classique en matière de licence de propriété intellectuelle, notamment lorsqu'il y a un transfert de technologie, c'est la question de l'obligation du donneur de licence d'une part. Est-ce que c'est une obligation de moyens? Est-ce que c'est une obligation de résultat? Et le deuxième enjeu qui est très intéressant et qui est très typique dans ce contrat, c'est la question de l'étendue des droits de propriété intellectuelle qui sont effectivement transférés aux licenciés. Donc c'est ce que nous allons voir successivement. La question de l'obligation de moyens ou de l'obligation de résultat, si je la traduis en des termes simples, c'est une nuance qui est considérable. L'obligation de moyens de la part d'un donneur de licence, c'est l'obligation qui consiste à dire, ben voilà les plans, voilà la recette, et débrouillez-vous. Ça, c'est l'obligation de moyens. L'obligation de résultat, c'est l'attitude qui consiste à dire je vais vous accompagner et je suis responsable de ce que vous serez capable de produire avec ce que je vous donne. En l'occurrence, je vous donne la technologie pour fabriquer ceci ou cela. À l'arrivée, s'il n'y a pas ceci ou cela, je suis au moins co-responsable de cet échec-là. Donc évidemment, c'est une responsabilité qui n'a pas du tout la même ampleur et c'est donc un lieu de tension très fort dans un contrat. Typiquement, c'est quelque chose que l'on annonce dès le préambule. Rappelez-vous, le préambule, c'est l'endroit où l'on annonce le jeu que l'on va jouer. Et bien là, se pose clairement la question de l'étendue du donneur de licence. Quand vous lisez le préambule du contrat que vous avez, celui-ci précise que l'objectif, et c'est quand même à cela que le donneur de licence est associé, l'objectif, c'est d'atteindre des standards de qualité européenne. C'est-à-dire, en d'autres termes, que le but n'est pas de produire le produit que l'on est capable de faire à partir de la technologie. Le but, c'est de produire des produits d'un niveau comparable au très haut niveau, implicitement, qui est celui que l'on atteint en Europe. Le problème de cette obligation-là, c'est qu'elle est posée d'emblée. En l'occurrence, là, dans le contrat, d'emblée, on a annoncé qu'il y avait une forte attente du licencié, forte attente que le donneur de licence a accepté d'une certaine façon d'entériner, puisque c'est dans le préambule. Maintenant, une fois ceci posé d'emblée, la guerre continue, puisqu'à chaque clause, ce sera l'occasion de reprendre d'une main ce que l'on a donné de l'autre. Et le problème que vous trouverez toujours dans un contrat de licence, c'est la question du millefeuille. Toujours, il y a cette tentation, quand il y a un transfert de technologie, d'associer, un peu comme en distribution, d'associer d'autres prestations. Je vous donne ma technologie, j'en profite pour vous vendre mes équipements. Mes équipements, il va falloir les démarrer, donc je vais vous offrir mes services pour démarrer l'équipement. Je vais aussi former votre personnel. Tout cela, ce sont des contrats séparés qui sont autant de strates supplémentaires qui s'ajoutent au contrat initial, qui sont autant de revenus supplémentaires pour le donneur de licence. Ceci dit, plus vous rajoutez des strates de cette nature, plus par définition, vous êtes tenu par le résultat. On imagine mal un donneur de licence qui dit « Je vous licencie ma technologie, vous allez produire ce qu'il y a avec mes équipements. Ces équipements, c'est moi qui vais les démarrer et ces équipements seront opérés par votre personnel que j'aurai formé. » On imagine mal qu'après avoir fait tout cela, le donneur de licence puisse dire qu'il n'est pas concerné par la qualité du produit fini. Donc, plus on rajoute des strates, plus implicitement le donneur de licence est lié par le produit fini. Donc, en l'occurrence là, vous regardez ce qu'il y a dans le contrat, vous avez en fait le millefeuille qui est typique et qui annonce une forme d'obligation de résultat de la part de donneurs de licence. Mais comme je vous le disais, on cherche toujours à reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. Donc quand vous regardez de près la clause en question, vous observerez que le donneur de licence a quand même essayé, malgré tout, d'atténuer sa responsabilité. C'est ce que vous trouverez dans le paragraphe qui est là. C'est assez bien tourné, je dois dire, et c'est assez bien vu. Quand vous regardez de près, je vais vous dire où veut en venir le donneur de licence, ça ne saute pas aux yeux. Ce que dit là le donneur de licence, c'est je vais former votre personnel, mais je vais former votre personnel qui a des connaissances professionnelles préalables en matière verrière. En d'autres termes, s'il y a erreur il y a demain, la question sera de savoir de quelle nature est l'erreur qui a donné lieu à l'échec du produit. Concrètement,
Soit c'est une erreur élémentaire, auquel cas on n'est pas dans une erreur de formation sophistiquée. Or, moi, je n'ai apporté qu'une formation sophistiquée à des gens qui avaient déjà les connaissances élémentaires. Soit c'est une erreur élémentaire, et dans ces conditions, l'erreur est une erreur qui vous incombe, puisque c'est un défaut de sélection du personnel que vous m'avez envoyé à former. Donc, il y a là une façon de jouer à la marge qui permet d'atténuer un petit peu l'obligation de résultat du donneur de licence. Le jeu dans un contrat de licence est toujours de cet ordre-là. Là, vous avez une très bonne illustration. Le deuxième enjeu en matière de contrat de licence, c'est la question des droits de propriété intellectuelle qui sont effectivement concédés aux licenciés. Il y a deux dimensions, une dimension à la fois temporelle et une dimension spatiale. L'enjeu de durée se pose sur la question de la vente en gros. Je m'explique. On va licencier un certain nombre de droits. Certains, ça peut être du savoir-faire, d'autres, un brevet, d'autres, une marque. Donc, il y a des droits de propriété intellectuelle différents qui seront sur la table. Et la question est de savoir comment on les licencie. Est-ce qu'on les licencie individuellement? Auquel cas, chaque licence spécifique aura la durée de vie liée au droit en question. Quand c'est une marque, c'est valable 10 ans, mais renouvelable indéfiniment. Donc, on peut avoir une licence de marque pour des décennies. En revanche, un brevet, sa durée de vie est de 20 ans, ce qui veut dire que s'il lui reste 5 ans à courir, on ne peut le licencier que pour 5 ans. Quant au savoir-faire, le know-how, c'est quelque chose qui n'est pas protégé en tant que tel, mais qui peut faire l'objet d'une licence. Et dans ces conditions, c'est un avantage de ne pas protéger. Il n'y a pas de durée, donc ça peut être indéfini. Donc, soit on licencie ses droits séparément, licencier, c'est jamais cloué. Soit on licencie ses droits séparément, auquel cas chaque licence aura sa durée de vie propre, soit on les licencie en gros, auquel cas l'ensemble des licences pourra avoir une durée de vie qui correspondra au droit qui durera le plus longtemps. Donc finalement, si je licencie tout, je peux licencier tout pour une durée très supérieure à certains des droits qui tomberont dans l'intervalle. C'est ce que l'on a fait là. Si vous regardez de près, il y a une licence en gros, mais on ne distingue pas les droits, ce qui veut dire que si l'un de ces droits tombe dans le domaine public dans l'intervalle, eh bien le licencié continuera quand même de payer les redevances pour la totalité du package qui est présenté ici. Donc la vente en gros peut s'avérer beaucoup plus avantageuse pour le donneur de licence que la vente au détail. C'est une dimension qu'il convient de garder à l'esprit, quel que soit le côté duquel on se trouve. Ça, c'est la dimension temporelle, l'enjeu de durée. Et puis il y a une question spatiale. Je vous le disais, un droit de propriété intellectuelle, un brevet en particulier, c'est un peu comme un immeuble. On peut décider que on licencie, donc on loue l'immeuble, on peut le vendre, on peut louer une partie, vendre une autre et dire je vous donne la licence de mon brevet pour la France, je vous donne la licence de mon brevet pour le Royaume-Uni. On peut dire je vous donne la licence de mon brevet pour le monde entier, mais uniquement pour cette application. Donc il y a 36 façons de segmenter, si vous voulez, et l'enjeu du territoire, c'est un enjeu qui s'apprécie au-delà de la question purement géographique. On a souvent une conception qui est liée au pays quand on parle de licence, ça va bien au-delà, ça concerne l'application. Et là, en l'occurrence, si vous regardez le contrat que vous avez là, c'est aller très très loin dans le détail. Parce que si vous le regardez de près, ce que dit ce contrat, c'est « Vous n'avez le droit d'utiliser mon droit de propriété que sur ma machine » dans cette usine. En d'autres termes, si vous l'utilisez sur une autre machine, c'est de la contrefaçon. Si vous prenez ma machine et que vous la mettez devant l'usine, dans la rue, c'est de la contrefaçon. Cela va très loin. Alors les enjeux sont évidemment des enjeux de contrôle, mais ce qui est intéressant dans cette clause, c'est qu'elle illustre l'étendue de la segmentation à laquelle on peut aboutir lorsque l'on veut jouer à cela dans un contrat de licence. Je vous remercie.